Mesdames et messieurs, bonsoir à la une du journal. La première actualité phare de ce soir, c'est la réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue sous la très haute autorité du président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Plusieurs affaires à caractère économique et social ont été adoptées. La pluie qui s'est abattue ce matin sur la ville capitale a bien évidemment fait des dégâts un peu partout. Les voiries urbaines subissent le grand coup. L'urgence serait d'envisager le drainage des eaux pour une réhabilitation pérenne des routes. C'est le constat des ministres Juste Désiré Mondélé et Marie-Cécile Mboukou-Kibatsa. Enfin, oui à la poursuite des réformes du secteur de l'électricité. C'est la principale conclusion au bout de 3 jours d'intenses travaux entre le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, la direction générale et les partenaires sociaux. Neve Christelle Mondélé-Ngolo nous en dira un peu plus. Merci de rester branchés. En attendant l'élément du Conseil de ministres qui est en cours de montage, je vous emmène faire un tour éclair à Addis Abeba, en Éthiopie, où s'est ouvert ce matin les travaux de la 29e Assemblée générale de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement, OPEDAD en cycle. Il s'est agi en cette première journée de la réunion des conseillers techniques de cette organisation. Reportage Yvette Rennes-Bourou. Ouverte ce mercredi 12 janvier 2025 à Addis Abeba, en Éthiopie, la 29e Assemblée générale de l'OPEDAD, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement, se tient cette année sous le thème suivant. Capitalisées sur Beijing, les Premières Dames défendent le leadership et les droits des femmes à travers le patrimoine africain. La délégation des conseillers techniques de l'OPEDAD Congo est conduite par Michel Mongo, secrétaire général de la Fondation Congo Assistance, représentant la première dame du Congo, Mme Antoinette Sassou Nguesso. Pour cette première journée, avant l'ouverture officielle des travaux par les premières dames, les conseillers techniques ont procédé à l'examen du rapport d'activité 2024 et à la présentation des domaines d'intervention et du budget 2025. À Brazzaville, l'ambassadeur d'Égypte au Congo était chez le président du Sénat au matinée. Iman Yakouté est allé remettre à Pierre Ngolo son invitation pour se rendre en Égypte dans le cadre d'une visite. Florent Ongoli. Les relations bilatérales entre l'Égypte et la République du Congo étaient au centre de cette entrevue. L'ambassadeur d'Égypte au Congo, Iman Yakout Samine, qui a déjà fait la ronde de différents cabinets ministériels au Congo, a jugé opportun de rencontrer le président du Sénat Pierre Ngolo ce mercredi pour renforcer la coopération parlementaire entre le Parlement de son pays et celui du Congo. À cette occasion, la diplomate égyptienne a invité le président du Sénat à visiter le pays du Pharaon. C'est dans le cadre de promouvoir et renforcer les relations bilatérales dans plusieurs volets, entre autres donc, le volet parlementaire qui est un volet très important bien sûr, assez important comme les autres volets. Il y a en fait donc une invitation adressée à son Excellence, le président du Sénat, pour visiter l'Égypte et on travaille sur cette visite et cette invitation qui est très bien acceptée bien sûr par son Excellence. De cet échange, l'on peut retenir que la coopération entre le Congo et l'Égypte se porte à merveille. En bref, le deuxième secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des députés, de l'ensemble du personnel et du public qu'une séance des questions d'actualité aura lieu demain jeudi 13 février 2025 à 14h précises à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Voilà, c'est désormais un secret de polichinelle. Le ministre d'État, Pierre Mabiala, a accepté de parrainer la 3e édition du Forum Mbongi des Jeunes qui se tiendra du 4 au 6 mars prochain à Dolizy dans le Niari. C'est ce qui ressort de l'échange qu'il a eu avec Aline Franceto-Kabeka, présidente du comité d'organisation de cet événement qui, rappelons-le, offre à la jeunesse un espace de réflexion pour l'inclusion sociale et économique. Reportage Brice Avanzono. Est-ce que vous êtes content d'être là? Le Forum Mbongi des Jeunes se propose d'offrir à cette couche sociale un cadre de réflexion et d'échange sur le travail intelligent et créatif, source de développement social et économique. Après les 2 premières éditions tenues à Brazzaville, Mbongi des Jeunes se prépare à poser ses valises à Dolizy, dans le département du Niari, pour sa 3e édition. Et c'est dans cette vision que la présidente du comité d'organisation du dit forum, Aline Franceto-Kabeka, est reçue par le ministre d'État, Pierre Mabiala. Une occasion propice pour Aline Franceto-Kabeka de solliciter le parrainage de l'édition de Dolizy par le ministre d'État, Pierre Mabiala.
Nous suivons de très près depuis plusieurs années en notre qualité de journaliste. Le ministre d'État, c'est un homme de terrain, c'est un homme très dynamique. Il est fédérateur. Et nous avons écho de tout ce qu'il fait dans le département du Niari, dans le cadre du vivre ensemble, de la cohésion autour des filles et fils du Niari, de toutes les actions de développement qui mènent là-bas dans le département du Niari. Il y a beaucoup d'activités socio-économiques qui se déroulent là-bas. Pierre Mabiala, parrain de la 3e édition du Forum Mbongi des jeunes à Dolisie, la présidente du comité d'organisation, s'en réjouit. Et il était pour nous de bonne loi de solliciter à cet effet le parrainage du ministre d'État Mabiala, qui nous l'a bien entendu accordé avec beaucoup de bonheur. Et aujourd'hui, nous sortons en tout cas très rassurés de ce que la 3e édition du Mbongi des jeunes à Dolisie sera un succès. Avant de quitter le ministère des Affaires foncières et du domaine public, Alil Fonsi Tokabeka a remis au ministre d'État Pierre Mabiala les termes de référence de la 3e édition du Forum Mbongi des jeunes. Il s'est tenu à Nantes en France le salon sur la bioénergie. Près de 1500 acteurs de la société civile ont pris part à ce salon riche en enseignements. L'ONG Éveil d'Afrique a été représentée par son président Huguin Kaya Mikala. Commentaire Modeste Andaï. 2500 participants et 450 exposants venus de 45 pays à travers le monde se sont retrouvés à Nantes en France autour des questions liées à la transition énergétique, marché carbone et des solutions de méthanisation. À la faveur du salon Bio 360, invité à cette rencontre scientifique, le président de l'ONG Éveil d'Afrique, Huguin Kaya Mikala, a échangé avec plusieurs partenaires sur le projet Eco-Mwinda, un projet de valorisation des déchets végétaux en bioénergie. Nous parlons en premier lieu de la valorisation au niveau des villes, au niveau des communautés locales. Et c'est une transformation biodégradable qui intègre donc une volonté de lutter contre le changement climatique, mais en passant par des solutions plus vertes, plus écologiques, des solutions adaptées. C'est le cas dans le premier slide, où nous parlons d'une valorisation qui serait plus claire, plus adaptée, et surtout pour les pays en voie de développement. Le salon offre beaucoup de solutions en matière de décarbonation. L'importance de travailler et valoriser vos déchets pour le transformer en énergie, en électricité ou en gaz. Et donc ce qui fait l'ONG Éveil d'Afrique, c'est très très bien et c'est très profiteur pour le pays et pour la population. À Paris, le président de l'ONG Éveil d'Afrique, Huguin Kaya Mikala, a assisté à la cérémonie de décoration par la Ligue universelle du bien public des experts des associations françaises œuvrant dans les domaines de l'environnement. Environnement toujours, le processus d'identification et de reconnaissance des aires protégées est lancé depuis ce matin dans la capitale congolaise. La télé afférent a été patronnée par le ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, Arlette Soudan, Nono, reportage Brice Estelle Ngongo. Rendre effective la cible 3 de la Convention sur la diversité biologique qui a pour teneur garantir et permettre que d'ici 2030, au moins 30% des zones terrestres, des eaux internes et des zones côtières et maritimes soient conservées, c'est la raison principale de la tenue de cet atelier de lancement du processus d'identification et de reconnaissance des AMSES. La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo a pour l'occasion souligné les opportunités qu'offre la reconnaissance des aires protégées. La reconnaissance des AMSES offre une opportunité importante de reconnaître de facto une conservation efficace à long terme qui se déroule en dehors des zones protégées actuellement désignées sous une série de régimes de gouvernance et de gestion mis en œuvre par un... La ministre en charge des questions environnementales a aussi appelé l'ensemble des participants, dans le cadre de la tenue des travaux de cet atelier, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous devons poursuivre ensemble le travail, partager nos connaissances et agir pour protéger nos écosystèmes naturels et les espèces qui s'y trouvent. Il est établi que la perte de la biodiversité est l'un des défis les plus importants de notre époque. Je vous demande donc d'apporter chacun, en ce qui vous concerne, votre précieuse contribution au débat afin d'assurer une meilleure qualité des résultats des travaux
de cet atelier. Cet atelier de lancement du processus d'identification et de reconnaissance des âmes 16 précède à celui sur la mise à jour des données sur les aires protégées en République du Congo qui se tiendra le 14 février prochain. Pendant ce temps, dans le cadre de la promotion de l'innovation et du soutien des initiatives entrepreneuriales de jeunes, la ministre des PME, Jacqueline Lydia Mikolo, a signé un mémorandum d'entente avec le président du regroupement des jeunes élitistes congolais, Odé Ndongo. Plus de détails avec Naomi Ikokote. Signé du côté gouvernement par la ministre des Petites, Moyennes Entreprises et de l'Artisanat Jacqueline Lydia Mikolo et du côté regroupement des jeunes élitistes congolais par son président Odé Ndongo. Ce mémorandum d'entente a pour objectif de susciter la franche collaboration entre l'État congolais à travers le ministère des PME et de l'Artisanat et le regroupement des jeunes élitistes congolais dans la promotion de l'entrepreneuriat et le développement de l'artisanat auprès des jeunes. Pour une association de jeunesse, atteindre ces niveaux, c'est déjà une marque de confiance et très probablement aussi sur le travail qui se fait sur le terrain. Nous travaillons d'arrache-pied depuis un certain temps avec le ministère, mais malheureusement, cela n'était pas formalisé. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Nous pouvons que nous en réjouir. De son côté, la ministre Jacqueline Lydia Mikolo a réaffirmé son soutien en vue d'accompagner cette association dans toutes les actions liées aux activités génératrices d'emplois. Vous œuvrez activement dans la promotion de l'entrepreneuriat en milieu jeune et ce travail est en train de porter ses fruits. Nous avons connu déjà ensemble près de 3 éditions et à chaque édition, nous voyons une amélioration dans l'organisation, dans la mobilisation et un engouement particulier des jeunes. Vous menez des activités sur le terrain qui sont visibles, concrètes et qui ont un impact. L'objet donc du partenariat que nous avons signé aujourd'hui, c'est vous réaffirmer l'engagement du ministère, mais il fallait que ce partenariat soit formalisé et pour que nous puissions mettre tous nos moyens d'accompagnement et notre savoir-faire à votre disposition. Au cours de cette cérémonie, le coordonnateur a annoncé à la ministre des PME le lancement officiel des journées des opportunités professionnelles et entrepreneuriales qui débuteront le 1er mars à Pointe-Noire par la formation des jeunes de ce département. D'autres faits d'actualité, finances publiques, la loi organique relative aux lois de finances en République du Congo, c'est l'intitulé de l'ouvrage de Jean-Marc Donyama Moukoko qui vient de paraître. Il présente une restitution détaillée des règles et des mécanismes de l'élaboration et de l'exécution du budget. 588 pages publiées aux éditions L'Harmattan Congo. La dédicace a eu lieu aujourd'hui. Duclair Pondengui et Brestel Ngongo. Le livre Finances publiques, la loi organique relative aux lois des finances en République du Congo, paru aux éditions L'Harmattan Congo et écrit par Jean-Marc Donyama Moukoko, vulgarise les règles budgétaires et s'adresse à un large public grâce à une écriture accessible. Le professeur Hervé Diata, en sa qualité de critique littéraire, l'a parcouru et a reconnu sa richesse, notamment à travers les 137 définitions des termes financiers qu'il contient. L'ouvrage adopte une approche dynamique pour replacer les phénomènes budgétaires dans leur contexte historique et pratique. Il n'oublie pas non plus d'évoquer les motivations de l'auteur. Il faut partir de ce que l'auteur a voulu faire en entreprenant la rédaction de cet ouvrage. Je rappelle donc, je précise les objectifs poursuivis par l'auteur en écrivant cet ouvrage. 3 objectifs. Premièrement, faciliter la compréhension de la loi organique relative aux lois des finances en République du Congo. Deuxième objectif poursuivi, c'est de démocratiser les notions des finances publiques. Troisième objectif poursuivi par l'auteur, encourager l'appropriation des concepts et des pratiques pour les adapter à la réalité nationale. Après avoir résumé les points essentiels de son livre, qui comprend 10 chapitres riches en informations, Jean-Marc Donyama Moukoko ouvre une perspective vers une gestion moderne et axée sur les résultats des finances publiques. Pour renforcer son analyse, il a échangé avec plusieurs experts reconnus, question d'approfondir la compréhension de la loi organique relative aux lois des finances en République du Congo. La vraie problématique ici,
c'est d'abord de commencer à réformer les politiques publiques par la revue des politiques publiques. J'ajouterais même une chose. Il faut également améliorer le cadre normatif. Nous avons des textes ici, quand j'étais en train d'écrire un livre, qui datent de 1956 et qui sont toujours en application jusqu'aujourd'hui. Regardez le Code général des impôts, vous avez des textes qui datent des années 60 et qui ne sont même pas applicables. C'est ce qu'il faut faire d'abord. Ce que vous êtes en train de dire, c'est la partie opérationnelle. Mais il faut poser d'abord le cadre, réformer les politiques publiques. Et une fois qu'on aura réformé les politiques publiques, le reste, ça va suivre. Très rapidement, la cérémonie de présentation et des dédicaces du livre s'est transformée en un véritable mbongi, où les discussions ont porté sur les réformes et la sincérité budgétaire. Des débats engagés qui ne manqueront pas de se prolonger au-delà de cette rencontre. Je l'ai dit au préalable, sur instruction du Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso, les ministres Juste Désiré Mondélé, en charge de l'assainissement, et Irène Cécile Mboukou-Kimbata, en charge de l'action humanitaire, ont inspecté de près les acteurs principaux de Brazzaville après la pluie qui s'est abattue ce matin. Leur tournée a mis en lumière un état préoccupant des infrastructures routières, relevant de l'urgence d'entretien pour améliorer le drainage et réhabiliter des voiries urbaines. Les détails avec Stella Ngogo. Après la pluie vient le beau temps, semble toutefois se transformer en calvaire pour certains habitants de Brazzaville face à cette situation préoccupante. Le ministre de l'assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier, Juste Désiré Mondélé, accompagné de sa collègue Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbata, ministre en charge des affaires sociales, ont effectué une visite de terrain dans les artères de la ville, notamment à Winzé, le 5e arrondissement de Brazzaville. Ils ont constaté que l'état des caniveaux est alarmant. De nombreux caniveaux bouchés empêchent le coulement des eaux, une situation souvent causée par l'incivisme des citoyens qui jettent des ordures. Les membres du gouvernement ont donc sensibilisé les populations à une gestion appropriée des ordures. Il y a des voies de canalisation qui existent, qui sont soit obstruées, soit totalement non fonctionnelles, mais à cause de, il faut le dire aussi, de l'homme, de gestes humains. Ma collègue qui m'accompagne, Madame la ministre, voulait aussi voir dans ce périple qu'on a eu à faire s'il y avait éventuellement des demandes, des sollicitations. Un constat similaire a été fait à Kintélé, où l'absence de canalisation a conduit à la formation de cet étang d'eau. Le ministre de l'assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier appelle à une prise de conscience collective. Nous allons tous s'y mettre, population, société civile, État, collectivité locale. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut plus continuer à vivre dans cet état. Par ailleurs, les membres du gouvernement ont visité une école inclusive où élèves malvoyants et voyants étudient ensemble. Une initiative qu'ils ont saluée. Vous avez certainement reconnu le timbre vocal de Belcharan Nganongo. Poursuivant ses visites d'administration sous tutelle, la ministre en charge de transport, Ghislaine Ingrid Olga Ebouka-Babakas, est allée toucher du doigt le fonctionnement de l'AERCO et de la NAC à Pointe-Noire. Les détails avec Teka Kayakaya. Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babakas a conféré tour à tour avec les cadres de l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC, puis avec ceux des aéroports du Congo, AERCO en sigle. Ici, il a été question pour le ministre de prendre la température de l'aéroport de Pointe-Noire afin de faire un diagnostic en identifiant, avant réparation et restauration, les maux qui minent cette entité. Ce qui a valu une visite du terminal à passagers, le commandement territorial de la sécurité civile pour les urgences sanitaires, la tour de contrôle et la piste. Après quoi, Madame le ministre a donné un avis de cette visite au regard des objectifs à atteindre. Il est clair que nous avons 3 priorités. La première, la certification de l'aéroport de Pointe-Noire. La deuxième, la préparation à l'audit de sûreté qui devrait intervenir en mars. Et enfin, la préparation à l'audit de sécurité qui devrait intervenir en octobre. Alors les points saillants, c'est l'amélioration de la qualité de nos infrastructures aéroportuaires. Donc nous avons discuté avec le directeur de l'aéroport, donc le concessionnaire AERCO. Nous avons effectivement aussi discuté avec la SECNA. Donc nous sommes en train de nous préparer à ces grands enjeux et je suis confiant, je suis optimiste sur l'organisation qui est en train d'être mise en place pour être à la hauteur de ces différents enjeux
J'ai cité la certification, l'audit de sûreté et l'audit de sécurité. L'aéroport de Pointe-Noire, cette vitrine du pays, mérite plus d'attention. Et puis cette actualité, en ce jour de travail au Congo, dans le cadre d'une mission exploratoire, une délégation de l'Association internationale des gendarmeries et des forces de police, à statut militaire bien évidemment, a été reçue hier par le commandant de la gendarmerie nationale, le général Gervin Akwangé. La gendarmerie congolaise qui a amorcé son processus d'adhésion à cette association attend de cette mission une évaluation concluante. Reportage Ulricha Mabiga. Destiné à renforcer la coopération institutionnelle entre ses membres pour mieux répondre aux enjeux de sécurité, l'Association internationale de gendarmerie et de forces de police à statut militaire permet aux forces de se maintenir au plus haut niveau technique, mais aussi de développer les capacités et d'échanger leurs valeurs avec les autres gendarmeries et forces de police à statut militaire, notamment en matière de sécurité intérieure et de stabilité globale. C'est dans cette optique que la gendarmerie congolaise exprime son intérêt à rejoindre la FIEP, car l'appartenance de notre institution à cette organisation internationale revêt non seulement un intérêt stratégique, mais aussi une opportunité de réseau, de coopération policière, d'échange de bonnes pratiques et éventuellement de partenariat. La gendarmerie nationale congolaise a amorcé son processus d'adhésion à cette association, d'où cette mission exploratoire du FIEP au Congo. Nous sommes reçus cette semaine par la gendarmerie nationale du Congo dans le cadre d'une mission exploratoire pour nous permettre de vérifier que la gendarmerie nationale du Congo possède tous les attributs qui lui permettront d'entrer dans notre association. Au programme de cette mission d'évaluation à Brazzaville, plusieurs activités parmi lesquelles la visite de la compagnie de gendarmerie des transports aériens et celle de l'école de gendarmerie nationale. La réunion tripartite ministère de l'énergie, direction générale de l'énergie électrique du Congo et les partenaires sociaux s'est achevée cet après-midi, je l'ai dit. Après 3 jours d'intenses travaux, les différents participants ont dit oui à la poursuite des réformes du secteur de l'électricité. Ils se sont engagés à mutualiser les efforts dans l'intérêt supérieur de la nation et à adopter en toutes circonstances une position qui concilie l'intérêt collectif des travailleurs et les impératifs de rentabilité de capitaux investis par le concessionnaire. Reportage Nive Krisnella à Mondelingol. Après 3 jours d'intenses travaux, sous la coordination du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Émile Wosso, la réunion tripartite ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, Direction générale de l'énergie électrique du Congo et partenaires sociaux a permis aux participants d'accorder leur violon et de s'engager à poursuivre main dans la main la mise en œuvre de la réforme du secteur de l'électricité initiée depuis 2003 par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso, d'où la signature de ce communiqué final assorti d'une dizaine de recommandations dont accompagner la société EKRC dans son objet social initial de gestionnaire du patrimoine public de l'électricité, établir une feuille de route et un contrat de performance pour chaque segment, améliorer la qualité du service public. Les partenaires sociaux ont favorablement apprécié ces moments d'échange francs et directs avec la tutelle. Vous avez accepté de nous ouvrir votre porte et pour ça nous vous en remercions. Et je crois que pour la prochaine fois, nous serons toujours disponibles s'il y a un souci en ce qui concerne les travailleurs. Et quand nous aurons également besoin de vous rencontrer, nous espérons que votre porte nous sera ouverte. Occasion tout indiquée pour Émile Wosso d'annoncer l'érection du comité de suivi de la mise en œuvre des réformes du secteur de l'électricité. Le travail que nous avons abattu pendant 3 jours l'a été pour l'accompagner, le chef de l'État, dans sa vision du Congo en ce qui concerne le secteur de l'électricité. Nous marquons aujourd'hui le premier pas parce que nous avons décidé ensemble et signé des documents qui nous contraignent à être ensemble tout le temps pour cheminer dans l'accompagnement des réformes. Vous serez tous dans le comité de suivi
parce que c'est un travail énorme. Et le suivi suppose beaucoup de père Dieu pour regarder dans tous les secteurs et être vigilant. Être vraiment vigilant. Les différentes parties se sont quittées sur une note d'espoir et de satisfaction avec la promesse de se retrouver à chaque fois que le besoin se fera sentir. Lentement mais sûrement, la 3e université publique du pays prend forme. Les travaux imposants se font voir même à distance à seulement une année de leur lancement. Passant des facultés, instituts, présidences et des logements des enseignants, la ministre Edith Delphine Emmanuel a constaté avec plaisir le bon niveau d'avancement des 10 travaux. Il faut dans tous les cas retenir que l'université de Luango, une fois opérationnelle, devrait résoudre la question du volume d'offres d'enseignement supérieur de proximité au Congo. Reportage d'Adi Evrar aussi là. La ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Edith Delphine Emmanuel, a atterri à Luango pour suivre à la loupe ce gigantesque chantier qui voit sortir de terre les imposants bâtiments de l'université de Luango. Le haut-commissaire au pilotage de ce projet, Hilaire Bouoyi, a brossé un tableau satisfaisant de son niveau d'exécution. De la présidence aux facultés, le rythme de travail effréné rassure sur l'exécution de cette promesse de campagne du président de la République. Denis Sassou Nguesso. Je voudrais simplement exprimer ma satisfaction et féliciter l'ensemble des acteurs sur le terrain qui, jour et nuit, se sont engagés dans ce travail titanesque qui correspond à la vision d'un grand bâtisseur, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Devant cette armée d'ouvriers et de machines et face aux 65 logements des enseignants, le professeur Edith Delphine Emmanuel se projette sur l'intérêt social de cette université qui comble les derniers écarts d'offres en enseignement supérieur de proximité, une source jadis de bien des difficultés. Il y a un principe qui consiste à rapprocher l'offre de formation des apprenants. Pendant longtemps, Brazzaville a été le seul centre de formation au niveau des études supérieures. Et très souvent, on a pu constater que l'obligation pour ces jeunes de se rendre à Brazzaville provoquait une séparation douloureuse qui était mal vécue par les enfants, notamment les jeunes filles. Il y a un impact psychologique aussi au niveau de ces jeunes qui se sentiront plus en confiance et je crois que cela nous permettra de lutter contre le taux d'échec aussi que nous constatons parfois. Il y a dans la politique générale de l'enseignement supérieur cette volonté de faire en sorte que il y ait un maillage de l'enseignement supérieur dans les différents départements. Tablant sur une ouverture en fin de cette année, la ministre de l'Enseignement supérieur voit dans ce projet la matérialisation des engagements du chef de l'État à la jeunesse, qui en attendant l'arrivée des étudiants fait déjà des heureux en donnant du travail à ces nombreux jeunes. De son côté, le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation a reçu la nouvelle responsable au sein du secrétariat du groupe du partenariat mondial pour l'éducation au Congo. Jennifer Oufman a réaffirmé à Jean-Luc Moutou l'engagement de cette institution à offrir un enseignement de qualité pour tous. Jean-Luc Moutou a également échangé avec le docteur Sodino Vincent sur l'amélioration de la sécurité sanitaire dans les établissements scolaires. Reportage Jean Bataladjo et Amour Mafina. Avec la nouvelle responsable au sein du secrétariat du groupe Partenariat mondial pour l'éducation, les deux interlocuteurs ont abordé la question de financement du projet PASS, un projet qui arrive à terme en octobre 2025. Et les différents partenaires lorgnent déjà la mise en œuvre d'un autre projet d'environ 28 millions de francs CFA en vue d'appuyer le système éducatif congolais. L'année 2025 est une année charnière avec le démarrage des nouveaux financements du GPE d'un montant total de 28 millions d'investissements en dons pour appuyer la transformation du système éducatif et cela de manière partenariale avec les agents partenaires que sont la Banque mondiale, l'UNICEF et l'UNESCO.
Le représentant par intérim de l'OMS, lui, a présenté à Jean-Luc Moutou les contours de la coopération dans le domaine de la santé. Le partenariat vise la promotion de la santé en milieu scolaire. L'une des idées, c'est comment remettre en place les infirmeries scolaires dans certaines écoles pour pouvoir offrir aux enfants les soins dont ils ont besoin et pouvoir utiliser ces structures aussi pour faire la promotion de la santé dans les écoles. L'OMS tient aussi à la sécurité alimentaire en milieu scolaire, un objectif entièrement partagé par le chef de ce département. Voilà, nous sommes déjà dans le chapitre santé. Le service de chirurgie pédiatrique du CHU de Brazzaville a lancé dernièrement une campagne d'intervention chirurgicale gratuite au profit des enfants de 0 à 18 ans atteints des malformations congénitales en partenariat bien évidemment avec la fondation italienne Adam Manes pour les enfants. Ici, le reportage nous est proposé par Héritier Banabelli. Échange d'expertise et appui technique. Le partenariat entre le ministère de la Santé, le CHU de Brazzaville et la fondation italienne Adam Manes pour les enfants, une opportunité pour le service de chirurgie pédiatrique de réaliser des interventions chirurgicales complexes sur de nombreux enfants souffrant d'hypospadias, d'épispadias, d'extrophie vésicale ainsi que de malformations congénitales de la paroi abdominale et des organes génitaux. Cette campagne de chirurgie pédiatrique gratuite qui s'achève ce 7 février contribue à l'amélioration des protocoles chirurgicaux et à l'innovation médicale. On avait une liste des enfants que nous avons l'habitude de prendre en charge, qui étaient en attente donc de leurs interventions chirurgicales. Puis quand nous nous sommes rendus compte que l'effectif était insuffisant par rapport à la durée de la mission, nous avons dû lancer un appel sur les médias pour avoir un peu plus de malades. Après les interventions chirurgicales, le suivi post-opératoire est rigoureusement assuré. Pour les parents des jeunes patients, ce programme a véritablement changé la vie de leurs enfants. Il avait les difficultés pour pisser, il avait mal, mais là maintenant ça va. Je n'ai pas payé 10 francs, ni 25, c'était bien passé. Je remercie le CHU parce qu'à cette campagne qu'il a fait, je ne m'attendais pas à ça, mais Dieu a fait grâce que je puisse recevoir cette opportunité. Cette coopération professionnelle de 12 jours a permis aux chirurgiens de la fondation Adam Manes pour les enfants d'apprécier le travail du service de chirurgie pédiatrique du CHU de Brazzaville. Ici, il y a un service de chirurgie pédiatrique qui est bien développé et il a été un plaisir de travailler avec eux. Et on a fait beaucoup d'interventions, on a vu presque 30 enfants. On a échangé d'expériences avec eux. Au-delà de la prise en charge des pathologies qui, sans intervention, pourraient entraîner des complications graves, le CHU de Brazzaville, à travers cette campagne, à vocation humanitaire, encourage le transfert de compétences entre les chirurgiens étrangers et locaux et réaffirme son engagement en faveur de sa responsabilité sociale. L'hôpital de référence de Talangaye a tenu récemment sa deuxième session ordinaire du comité de gestion. Il était question au cours de ces assises de projeter les activités à réaliser durant l'année en cours afin d'offrir aux populations des soins de santé de qualité. Sarah Ambenzamkia. Plusieurs points importants seront examinés lors de cette deuxième session ordinaire du comité de gestion de l'hôpital de référence du district sanitaire de Talangaye. Il s'agit entre autres d'identifier les activités réalisées et non réalisées durant l'année écoulée et faire le point du suivi des recommandations de la dernière session de ce comité. Durant les travaux, les membres de ce comité réunis autour de leur président, Priva Frédéric Ndeke, vont élaborer les initiatives nécessaires visant à renforcer la qualité des soins de santé, mais aussi étudier les mécanismes d'amélioration de la gestion du projet Kobikisa. Les défis sont nombreux et nous devons ensemble relever ceux liés à l'amélioration de l'offre de soins, à la gestion des ressources humaines et matérielles, ainsi qu'à la satisfaction des attentes de nos concitoyens. J'invite à chacun ici présent à participer activement au débat afin que nous puissions, à travers une démarche concertée et constructive, renforcer la performance de notre hôpital. Pour le directeur général de cette structure sanitaire, l'an 2024 a été une année des défis majeurs pour l'hôpital de Talangaye. Notre action a consisté à impacter sur les indicateurs de la santé de la mère et de l'enfant. Et
par ricochet, nous avons impacté le reste des indicateurs au niveau de l'hôpital, que ce soit pour l'accès à nos services et aussi des conditions de travail au niveau de l'hôpital. Les résultats issus de ces assises permettront le bon fonctionnement de l'hôpital de référence du district sanitaire de Talangaï. Comme annoncé, la réunion du Conseil des ministres s'est tenue ce jour au Palais du Peuple sous l'autorité du président de la République, Denis Sassou Nguesso. 10 affaires à caractère économique et social ont été adoptées, en note desquelles le projet de décret précisant les conditions et les modalités d'avancement des fonctionnaires. Reportage Prince Honor à Banzou. Au cours de cette réunion, les membres de l'exécutif ont adopté un arsenal d'affaires visant à améliorer les conditions de vie des Congolais. C'est à l'instar de 4 projets de décret au titre du ministère en charge de la fonction publique, dont celui précisant les conditions et les modalités d'avancement des fonctionnaires. Invité par le président de la République à prendre la parole, M. Firmin Ayessa, ministre d'État, ministre de la fonction publique, a soumis à l'examen des membres du Conseil des ministres 4 projets de décret. Le premier texte présenté est un projet de décret précisant les conditions et les modalités d'avancement des fonctionnaires. Le projet de décret a été élaboré dans le cadre de la mise en place effective des nouvelles procédures prévues par la loi numéro 68/2022 du 16 août 2022 portant statut général de la fonction publique. Le projet de décret est structuré en 4 chapitres et comporte 38 articles, dont les articles 4 à 17 qui énoncent les conditions et les modalités de l'avancement d'échelon à l'ancienneté ou à titre exceptionnel. Poursuivant son propos, le ministre d'État, Firmin Ayessa, a soumis à l'examen des membres du Conseil des ministres un deuxième texte. Il s'agit d'un projet de décret fixant l'organisation, les attributions et le fonctionnement des commissions administratives paritaires. Le projet de décret soumis à l'examen des membres du Conseil des ministres apporte de nombreuses innovations, notamment en son article 2, qui décrit les attributions des commissions administratives paritaires, chargées, entre autres, d'examiner les questions relatives à la carrière des fonctionnaires, aux conditions de travail, à l'hygiène et à la sécurité sociale. Le projet de décret portant institution des Assises nationales de l'entrepreneuriat du Congo, soumis par la ministre en charge des PME, constitue un cadre d'échange et de concertation entre les pouvoirs publics, les partenaires, le patronat et les porteurs de projets, suscitant ainsi l'engouement des jeunes. L'exécutif a par la même occasion suivi 4 communications. Invité par le président de la République à prendre la parole, M. Christian Yoka, ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, a soumis à l'attention du Conseil des ministres une communication relative au rappel des modalités d'exécution du budget de l'État, exercice 2025. En effet, le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public a jugé utile de faire ce rappel qu'il a décliné en 5 points. La loi numéro 47/2024 du 30 décembre 2024 portant loi des finances de l'année 2025 consacre le basculement total de l'ensemble des ministères et institutions ministérielles à l'exécution du budget de l'État en mode programme. En effet, dans le cadre du budget programme, ce n'est plus le ministre chargé des Finances qui défend seul la loi de règlement. Ainsi, suivant le principe de redevabilité, chaque ordonnateur rend compte de l'utilisation des ressources mises à sa disposition. Le ministre, en sa qualité de coordonnateur des programmes de son ministère, répondra, en compagnie des responsables des programmes de son département, de l'atteinte ou non des objectifs définis dans les projets annuels de performance en sigle PAP.
Gaspard Symphorien-Boulikibi a été nommé par les membres du gouvernement comme président du conseil d'administration de la société de promotion immobilière au titre du ministère en charge de la construction. De la communication faite par la ministre de l'économie forestière relative à l'état d'avancement du processus d'adoption du projet de résolution de la décennie des Nations Unies sur la forestation et le reboisement, un projet cher au président Denis Sassou Nguesso. L'on retient que la résolution a pu obtenir à ce jour des soutiens de taille dans les USA. Suivons une fois de plus. Invité par le président de la République à prendre la parole, Madame Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière, a soumis au Conseil des ministres une communication relative à l'état d'avancement du processus d'adoption du projet de résolution de la décennie des Nations Unies sur la forestation et le reboisement à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. En effet, conformément aux recommandations contenues dans la déclaration des chefs d'État et de gouvernement, issu de la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement, en sigle CIAR 1, tenue à Brazzaville, sous les auspices de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, un projet de résolution visant l'instauration d'une décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement a été inscrit par la République du Congo à l'agenda de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Grâce à une campagne soutenue de sensibilisation et de plaidoyer, menée de main de maître par le chef de l'État et par les membres du gouvernement, à l'occasion des événements internationaux d'envergure tels que le sommet des chefs d'État de l'Union africaine, le G7 des forêts, le comité des forêts de la FAO, la COP 29, le sommet des BRICS, le projet de résolution a pu obtenir à ce jour des soutiens de taille, notamment des pays africains, des États-Unis d'Amérique, de la France et de l'Italie. Ainsi, l'adoption du projet de résolution par les Nations Unies est prévue dans les semaines qui suivent. D'autres faits de l'actualité, hors de nos frontières, la ministre Inès Nefer Ingani Vumbouyalo, en charge de la promotion de la femme, en mission à Genève en Suisse, a présenté ce jour le 8e rapport périodique de la République du Congo sur la mise en œuvre de la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Découvrons le contexte dans ce reportage que nous propose Estelle Bikoumou. L'examen du 8e rapport périodique de la République du Congo sur la mise en œuvre de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes a eu lieu ce mercredi 12 février au Palais de la Nation à Genève en Suisse. Prenant la parole en sa qualité de chef de la délégation congolaise, la ministre en charge de la promotion de la femme, Inès Nefer Ingani Vumbouyalo, a réaffirmé l'engagement du Congo en faveur des droits des femmes. La République du Congo poursuit les efforts visant à assurer une autonomisation des femmes à travers les appuis aux groupements féminins et mixtes dans le cadre des ambitieux programmes de développement des zones agricoles protégées, en sigle ZAP. Pour mener à bien leurs activités génératrices de revenus, les femmes bénéficient de manière régulière de la part du gouvernement et des partenaires au développement des appuis et accompagnements multiformes, notamment en matériel aratoire, semences et matériel de transport à chaque célébration de la Journée internationale de la femme. Elle n'a pas manqué de fixer l'auditoire sur les avancées intervenues dans la législation congolaise depuis son dernier passage devant ce comité, avec un accent particulier apporté par la loi Mouebara pour la protection des droits des femmes. La lutte contre les violences faites aux femmes constitue faisant partie des axes majeurs de l'action gouvernementale orientée par le projet de société du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, intitulé « Ensemble poursuivons la marche », s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la promotion et de la protection des droits des femmes. Pour preuve, le Plan national de développement 2022-2026 est la traduction de cette vision, dont la mise en œuvre permettra d'obtenir
les résultats significatifs. C'est à juste titre qu'en marge de la 5e retraite intergénérationnelle du réseau des femmes leaders d'Afrique, African Women Leader Network, dirigée par Mme Ellen Johnson Sirleaf, première femme présidente de la République du Libéria, prix Nobel de la paix, a décerné le prix de la masculinité positive au chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso. La délégation congolaise a également eu droit à quelques questions auxquelles elle a répondu avec brio, d'où les félicitations de la présidente du comité. Le comité félicite l'État parti pour ses efforts et l'encourage à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux diverses recommandations du comité qui vous seront officiellement communiquées par l'intermédiaire de la mission permanente en vue d'une mise en œuvre plus complète des dispositions de la Convention sur l'ensemble du territoire de l'État parti. Merci, Excellence. Merci et nous attendons avec impatience votre prochain rapport périodique. La Commission va maintenant se réunir à huis clos. C'est donc sur une note de satisfaction que s'est conclu ce passage du Congo au Palais de la Nation à Genève. Voilà, c'est la fin du journal. Je vous dis merci à vous qui nous suivez de partout. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles. À partir de ce soir, je passe le relais à Chimène Ekoré. Au revoir et à très bientôt.